Bonsoir, Monsieur Sek. Merci de m'inviter à prendre part à cette rencontre. Merci de m'associer pour que je puisse présenter quelque chose sur un thème lié à la communication d'entreprise, un thème intitulé Élaboration de stratégies de communication d'entreprise. Alors, mon cours tourne autour de trois axes principaux. D'abord, nous verrons pourquoi élaborer une stratégie de communication. Ensuite, nous verrons l'analyse situationnelle et diagnostique, c'est-à-dire le diagnostic de la situation. Et enfin, nous verrons l'élaboration en tant que telle de la stratégie de communication. Alors, en communication, pour reprendre les mots de notre chère école de Palo Alto, l'école de Palo Alto, c'est l'une des écoles les plus spécialisées, les plus en vue par rapport à tout ce qui est science de l'information, de la communication. Donc, c'est une école qui nous dit que dans ce monde, on ne peut pas ne pas communiquer. Alors, pourquoi ils nous disent qu'on ne peut pas ne pas communiquer? Et cela nous permet de voir la mission de ce qu'on appelle la communication. La communication a pour mission de positionner l'entreprise, de lui donner une personnalité reconnaissable par tous ses publics, qui est cohérente, une personnalité qui est cohérente et une identité distincte de la concurrence. Donc, la communication, c'est juste une discipline qui nous permet de pouvoir mettre en exergue une certaine cohérence dans la diffusion de l'information afin de faire face à ce qu'on appelle la concurrence. Alors, avant d'aborder la communication, nous verrons juste quelques termes, la définition, le concept, ce qu'on appelle l'éclairage des concepts. Alors, nous verrons information et communication. On a souvent tendance à associer information et communication alors qu'il y a une différence. Donc, dans l'information, c'est juste la diffusion de codes via un canal. Et en cela, nous passons par le fameux schéma de Laswell qui dit quoi, quand, pour quel objectif, à quelle fin, avec quel moyen. Donc, dans information et dans communication, on retrouve les quatre éléments suivants. L'émetteur, le récepteur, le canal, le message et en même temps, ce qui fait entre la différence et la communication, c'est que dans la communication, il y a la notion de feedback qu'on ne retrouve pas dans l'information. Donc, dans l'information, on ne fait que transmettre un message, alors que dans la communication, on fait transmettre un message, mais en plus de ça, on souhaite avoir une certaine réaction. Et c'est cette réaction-là qu'on appelle le feedback, qui permet de voir à l'émetteur quel est le résultat de son message. Donc, ce qui fait dire à Alain Leblay, un des grands spécialistes de la communication, qui nous dit toute communication est manipulation. Donc, nous essayons à travers cette définition-là, nous voyons clairement l'essence de la communication. Ce qui fait la différence entre la com et l'information, c'est que la communication recherche le feedback, et qui dit feedback dit une certaine manipulation. On a fini avec les deux notions d'information et de communication. Je répète, il y a l'émetteur, il y a le récepteur, il y a le canal, il y a le message, il y a le code. Et en plus de ces éléments-là, la communication, qui sont des éléments qui sont à la fois, qui appartiennent à l'information et à la communication. Mais en dehors de ces deux éléments-là, il y a ce qu'on appelle le feedback qui caractérise la communication. Donc, c'est ce qui permet à peut-être Alain Leblay de dire toute communication et manipulation. Alors, nous avons fini avec information et communication. Nous allons voir alors stratégie et plan de communication. Le plan de communication, c'est un élément on a souvent entendu des gens associer ces deux termes. Même dans les ouvrages, vous allez vous rendre compte, dans la plupart des ouvrages, on a tendance à associer stratégie de communication égale plan de communication. Mais dans la réalité, on se rend compte que la stratégie de communication, c'est le document global qui retrace les objectifs qu'on souhaite donner à l'entreprise, suivant un ordre chronologique, c'est-à-dire
de 2020 à 2025, la stratégie de communication élaborée telle. Donc, c'est le document de référence. Alors que le plan de communication, c'est juste une partie de ce document. Donc, pour chaque activité, pour chaque programme que nous proposons dans le cadre de la stratégie, correspondra forcément à ce qu'on appelle un plan de communication. Donc, je donne un exemple. Si dans la stratégie, on a dit il faut faire des journées portes ouvertes, on propose une communication audiovisuelle, on propose de faire de la publicité, et dans le plan, c'est l'opérationnalité de cette stratégie. Donc, dans le cas du plan, en ce qui concerne une activité qui concerne peut-être ce qu'on a appelé comment on l'appelle encore, les journées portes ouvertes, on élabore un plan de com. Donc, le plan de com, à l'intérieur d'une stratégie, il y a plusieurs plans de com en fonction des objectifs, des activités qui ont été prévues. Nous avons fini avec... Alors, pourquoi communiquer? Pourquoi une stratégie de communication? La stratégie, comme son nom l'indique, la définition, c'est que c'est l'ensemble d'actions coordonnées et d'opérations habiles. La notion d'habileté, de manœuvre en vue d'atteindre un but précis. Quand on revient à la stratégie de communication, la stratégie de communication, c'est une partie intégrante du management général d'une organisation. Donc, je vais expliquer pourquoi. Parce que dans le management des organisations, il y a toujours un document de référence qui permet au chef d'entreprise de pouvoir gérer l'entreprise avec des objectifs bien déterminés dès le début. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, dès que quelqu'un est nommé quelque part, la première des choses, c'est de faire un audit pour pouvoir avoir un document de référence sur lequel il doit s'appuyer pour avoir une idée de ce qui s'est passé et de l'état actuel de l'entreprise. Donc la communication est une partie intégrante de cette grande stratégie de management général de l'organisation. C'est pour montrer à quel point elle est négligée souvent. On voit des entreprises qui n'ont pas de spécialistes en communication. C'est pour montrer à quel point elle est extrêmement importante. Parce qu'elle fait partie des outils nécessaires au management général d'une entreprise. Alors, qu'est-ce qui fait les caractères indispensables de la stratégie de communication? Nous l'avons résumé en 5 points. Alors, elle permet de fixer un cap, des objectifs principaux et des moyens assortis. En plus de ça, c'est un outil d'aide à la décision. C'est la raison pour laquelle le chargé de com, dans l'organigramme, dans la plupart des organigrammes, on se rend compte que le chargé de com doit être directement attaché au directeur général de l'entreprise. Même si, du point de vue organisationnel, on peut le rattacher au chargé aux ressources humaines, mais c'est quelqu'un qui doit impérativement être un conseiller du top management, du boss. Donc, c'est un outil d'aide à la décision. Aujourd'hui, tout manager qui doit prendre la décision doit consulter son chargé de com. Voilà, le chargé de com doit le dire parce qu'il est au cœur de la gestion, il est au cœur de la stratégie d'entreprise. Et bon, malheureusement, dans la plupart des entreprises, on se rend compte, bon, surtout dans le privé, dans le public, on se rend compte qu'on n'a peut-être pas besoin de cet outil qui est la communication. C'est un outil de dialogue. C'est un outil de dialogue permanent entre le monde extérieur et le monde intérieur. Et même un outil permanent de dialogue entre les acteurs qui sont à l'intérieur de l'entreprise, parce que si les acteurs à l'interne n'ont pas un certain dialogue, n'ont pas une certaine relation, mais on aura du mal peut-être à faire avancer la chose. Quatrièmement, c'est une plateforme de promotion. C'est la communication qui fait la promotion de l'entreprise, c'est la communication qui permet de faire la promotion de ses produits, de ses acteurs eux-mêmes. Un levier de gestion des ressources. Cinquièmement, alors, nous en venons maintenant à ce qu'on appelle le diagnostic. Vous savez, en ce qui concerne la communication, l'élément central, tout tourne autour du diagnostic. J'ai l'habitude de donner un exemple aux étudiants. Si vous êtes en face d'un médecin qui vous examine et qui voit que, dès que vous venez, il vous dit, oui, mais mon cher ami, vous avez les yeux rouges, donc vous avez le coronavirus. Dès qu'il voit que vous avez une fièvre, il vous dit, non, vous avez le corona. Ça ne se passe pas comme ça. En médecine, si vous faussez
le diagnostic d'un patient, mais vous causez sa mort. S'il a un problème de diabète, dès qu'il vient, vous voyez quelques symptômes, vous lui dites, oui, en fait, j'ai l'impression que vous manquez de sucre. Et vous lui donnez de la boisson sucrée, mais vous le tuez. Et malheureusement, on assiste à ce genre de cas dans les hôpitaux. On voit qu'un malade vient, le diagnostic n'est pas bien fait, et on constate que le patient meurt. C'est la raison pour laquelle le diagnostic, il est extrêmement important. C'est la base, c'est le fondement de la communication. Tout ce qu'on peut dire en communication relève d'un diagnostic très fondé. Et c'est un outil parfois qui est négligé. Les gens, ils viennent, les chargés de com, ils viennent, ils n'essayent même pas, ils font une analyse très superficielle et ils nous proposent. Et s'ils nous proposent, vous allez vous rendre compte que le problème qu'ils cherchent à résoudre n'est pas résolu. Parce qu'on passe à côté de l'essentiel. Et c'est la raison pour laquelle le diagnostic doit prendre énormément de temps pour définir le vrai problème à résoudre par la communication. Donc, c'est l'exemple du diagnostic du médecin. Ce qui est valable pour le médecin est valable aussi pour la communication. Si vous faussez votre diagnostic, vous n'allez rien trouver. Vous allez proposer des supports, vous allez proposer des actions qui, à la longue, ne vont même pas résoudre le problème auquel votre entreprise fait face. Donc, dans le dialogue, nous avons deux types d'instruments de diagnostic. C'est ce qu'on appelle le diagnostic, une étude quantitative et une étude qualitative. L'étude qualitative, c'est quoi? L'étude qualitative, c'est pour répondre aux questions comment, pourquoi le consommateur achète mon produit et non pas le produit de l'autre. Comment lit-on mon support? Comment mon support est perçu? Comment mon image est perçue? Et c'est l'étude qualitative qui le permet. L'étude qualitative, pour être bref, pour être beaucoup plus clair, l'étude qualitative, c'est sous forme d'enquête. Elle se fait sur la base d'entretien individuel ou de focus group. Par exemple, on rencontre des gens, si on veut faire une enquête sur la perception, je prends toujours l'exemple de Auchan, par exemple. Auchan. Si on veut avoir la perception des Sénégalais par rapport à Auchan, l'image que les Sénégalais ont de Auchan, mais il est important de mener des entretiens individuels. Vous allez rencontrer les gens, vous allez leur dire, mais quelle est votre perception de Auchan? Comment vous voyez Auchan? Comment vous voyez telle entreprise? Et ils vous diront, c'est des informations qui sont extrêmement importantes. Les focus group aussi. Vous regroupez les gens, vous échangez, vous leur posez la question sur un domaine très précis, mais ils vous donneront des informations eux-mêmes, ils vont vous donner toutes les informations dont vous avez besoin. Et ça, je donne un exemple, nous avons réussi à le faire. Parce qu'à l'époque, on était dans le cadre d'une consultance, à l'époque, il y avait les élections municipales. Voilà. Et on avait un candidat qui était novice, qui venait, il nous a rencontrés. Bon, c'était quelqu'un qui est beaucoup plus expert. Alors, ils ont échangé. Il leur a proposé qu'il gère sa communication. C'est après que moi je suis rentré. Mais à l'époque, c'était certains de mes amis. Alors, vous savez comment ils ont procédé? Ils sont allés à Saint-Louis, ils ont fait le diagnostic, ils ont pu déceler les faiblesses des acteurs municipaux, les faiblesses des uns et des autres. Et c'est les populations eux-mêmes qui leur ont dit, nous avons besoin de tel genre de maire. Nous avons besoin d'avoir un maire qui est proche de sa population, pas un maire qui vient que les week-ends, Nous avons besoin d'un maire de tel, nous avons un maire qui est présent, qui recrute, qui fait ceci. Et ce sont ces informations-là qui nous permettront de voir le problème des maires qui sont à Saint-Louis pour dire à notre maire, mais monsieur le maire, pour pouvoir avoir une bonne image auprès de ce public-là, il faudra que lors des campagnes électorales, vous insistiez sur tel autre élément parce que la population attend, c'est ce que la population attend d'un maire idéal. Ça, c'est le diagnostic qualitatif qui le permet. Alors, on peut le faire. Le diagnostic quantitatif, c'est juste des questionnaires. Le questionnaire qu'on administre à des gens par téléphone ou en face, on lui donne un questionnaire qui nous permet d'avoir des éléments relatifs, en valeur relative. Je ne sais même plus si c'est... Voilà.
c'est des pourcentages que vous avez. C'est un questionnaire que vous remettez sous forme de sondage, par exemple, en répondant aux questions, combien, le taux de satisfaction, le taux de mémorisation. En fait, c'est des questionnaires que vous remettez aux gens par rapport à une étude bien définie. Si vous voulez, par exemple, avoir la perception des Sénégalais par rapport à Auchan, vous soumettez un questionnaire à 1000 personnes, par exemple, vous allez avoir une idée beaucoup plus claire de l'image que les populations du Sénégal ont par rapport à cette entreprise-là. Et ce sont des éléments-là qu'il faudrait avoir. Alors, un autre élément qui permet de réussir le diagnostic, c'est ce qu'on appelle la matrice SWOT, les forces, faiblesses, opportunités, menaces. Alors, les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces. Les forces et les faiblesses sont des éléments internes à l'entreprise. Donc, les forces et les faiblesses d'une entreprise, les forces sont les éléments positifs qui dépendent de l'entreprise. Les faiblesses sont les éléments négatifs qui dépendent de l'entreprise. Les opportunités, les opportunités et les menaces, les opportunités sont des éléments positifs qui ne dépendent pas de l'entreprise, mais dont l'entreprise peut bénéficier. Donc, les opportunités, ce sont par exemple, je prends le cas de l'UGB comme étant de l'UGB. L'UGB, quelque chose qui peut être une opportunité, c'est que l'UGB est dans une zone à potentialité agricole. Donc, les étudiants auront la possibilité d'aller faire de l'expérimentation sur le terrain. L'agriculture, par exemple, pour les étudiants qui font agronomie. Et les menaces sont des éléments qui sont externes à l'entreprise. Par exemple, la concurrence. Aujourd'hui, Tigo peut être une menace comme Orange. C'est des éléments qui ne dépendent pas de la vie de l'entreprise, qui ne dépendent pas de l'entreprise, qu'elle ne peut pas maîtriser. Donc, il faudra faire face l'analyse FEFOM, c'est juste une matrice qui sont apparues dans les années 1960. À l'interne, les forces et les faiblesses, on les a vus, tous les éléments internes à l'entreprise qui sont des facteurs de réussite et de progrès. Les faiblesses sont des éléments externes, internes à l'entreprise qui, à l'inverse, peuvent freiner son évolution. L'environnement externe. Par exemple, les éléments peuvent être de nature très diverse, économique, technologique, sociologique, environnementale, politique, juridique, culturelle. Donc, ce sont les opportunités, les menaces. Les opportunités sont tous les éléments externes à l'entreprise qui peuvent, pour elles, présenter des facteurs de croissance et de développement. J'ai déjà expliqué. Les menaces sont des éléments externes à l'entreprise qui peuvent aller à l'encontre du développement et de la croissance de l'entreprise. C'est clair. Maintenant, si tout ce diagnostic-là est fait, si tout ce travail rigoureux à travers, que ce soit les enquêtes qualitatives, quantitatives, ce travail qui concerne l'élaboration des forces, faiblesses, opportunités, l'identification des forces, faiblesses, opportunités, menaces. Si ce double travail-là est fait, en plus de l'objectif stratégique, je vous ai dit, le chargé de com doit dépendre directement du directeur. C'est la raison pour laquelle toutes les informations, la vision du directeur par rapport à l'entreprise, la vision du chef d'entreprise par rapport à l'entreprise, à la marche de l'entreprise, il doit être quelque chose qu'il connaît bien. Il doit bien connaître là où veut amener le gars à l'entreprise. Et cela, toutes ces informations, et même dans le diagnostic communicationnel, on doit s'entretenir même avec les travailleurs de l'entreprise qui nous diront ce qui ne marche pas pour ce qui est de l'interne. Les chefs de l'entreprise qui nous diront ce qui ne marche pas. Quels sont les problèmes? C'est beaucoup d'informations que vous mettez sur la table. Toutes ces informations-là vous permettent d'identifier le problème à résoudre par la communication. C'est un élément important. Ça, pour le réussir, il faut un diagnostic qui est fondamentalement pertinent. L'identification des problèmes à résoudre par la communication. Du ou des problèmes. Ça peut être un problème ou ça peut être deux problèmes. Alors, l'identification des problèmes à résoudre par la communication nous permet de voir la troisième étape qui est l'élaboration de la stratégie de communication.
Alors, ça dépend. La manière de travailler va fortement dépendre du contexte de l'entreprise, de l'expérience professionnelle du chargé de communication, de la taille de l'entreprise. Ça va de soi. Si c'est une entreprise de 3 personnes, mais on aura moins du mal à réussir sa communication. Mais si c'est une grande entreprise, là, ça devient beaucoup plus sérieux. Le premier élément, c'est ce qu'on appelle le positionnement. Bon, c'est la raison pour laquelle je vous dis que la communication est intimement liée au projet stratégique de l'entreprise. Le positionnement, c'est la posture. C'est le mapping. Ce qu'on réussit à travers le mapping. Donc, il va falloir, sur le projet stratégique d'habitude, l'entreprise a un projet de développement stratégique. Il veut se dire, par exemple, si quelqu'un vient d'être élu, il va se dire, moi, j'ai trouvé la Sénélec aujourd'hui à ce stade. Moi, je veux que d'ici 2025, je puisse atteindre tel autre stade. Et toute la communication va tourner autour de ça. Je prends toujours l'exemple de l'UGB parce que je suis de l'UGB. L'UGB a un plan stratégique 2025 qui ambitionne de mettre l'UGB parmi les 50 meilleures universités africaines. C'est un positionnement. Et ce positionnement-là, toutes les actions de communication, tout doit être cohérent afin de pouvoir nous aider, de pouvoir aider l'université à atteindre cette ambition stratégique. Donc, un positionnement se trouve une analyse préalable, la position des acteurs du marché et en décidant soit de choisir une position ou non encore occupée. Donc, c'est à travers le positionnement qu'on se rend compte, mais moi, qu'est-ce que je veux? Mon entreprise, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux que mon entreprise soit la meilleure école privée au Sénégal? Est-ce que je veux, en tant que directeur du ISM, est-ce que je veux que l'ISM soit la meilleure université privée au Sénégal? Et ça, c'est un travail de communication aussi qui est sollicité dans le cadre du positionnement. Donc, c'est la position que l'entreprise souhaite occuper par rapport aux autres concurrents avec lesquels elle fait face. Il faut, dès le début, déterminer le positionnement. Alors, les objectifs, je vous ai dit, c'est des objectifs qui ont un lien direct aussi avec l'entreprise, avec le projet de développement stratégique de l'entreprise. Nous identifions 4 objectifs en communication. Surtout. Alors, le premier objectif, c'est un objectif de notoriété. Les entreprises ont un objectif, en fait, nota bene, dans le cadre de cet exposé, moi je vais insister plus sur la communication externe, parce que la communication interne, même si elle est importante, même si elle est la base de la réussite de la communication externe, la communication interne est moins compliquée. Nous affrontons la communication externe, c'est cette communication-là qui fait beaucoup d'argent. Voilà. Moi-même, je suis responsable de la communication externe de l'UGB. Donc, je vais parler spécifiquement de la communication externe. Donc, c'est ce qu'on appelle la notoriété. Un des objectifs de la communication, ce qu'on appelle la notoriété. La notoriété, c'est le fait de connaître, c'est la connaissance. C'est la connaissance. Quelqu'un a une notoriété, dans le langage courant, on entend quelqu'un a une notoriété. Bon, il n'a pas de notoriété, il est connu, il n'est pas connu. C'est le fait d'être connu. Est-ce que votre entreprise est connue? Oui ou non? Il y a ce qu'on appelle la notoriété spontanée. Il y a 4 types de notoriété. Il y a ce qu'on appelle la notoriété spontanée. C'est-à-dire, le consommateur cite spontanément le nom de l'entreprise. Aujourd'hui, si on dit au Sénégal, quelle est l'entreprise la plus performante au Sénégal? Si on vous dit Orange, ça veut dire que Orange a une notoriété spontanée. Parce que tout le monde sait que c'est la meilleure entreprise, c'est l'entreprise la plus performante. Le deuxième type de notoriété, c'est ce qu'on appelle la notoriété top of mind. C'est l'entreprise figure parmi les citées spontanément par le consommateur. Si vous lui dites, mais citez-nous 3 entreprises les plus performantes au Sénégal. Toutes les entreprises qui seront choisies. Si elle vous dit Orange, Orange fait partie. Donc, si on vous dit Orange après Sénélec, donc ça veut dire que Sénélec fait partie des entreprises qui ont une notoriété top of mind.
C'est en anglais. La notoriété assistée, c'est quand le consommateur déclare connaître le nom de l'entreprise qui lui est présentée. Si on vous dit, est-ce que vous connaissez une entreprise voilà, qui fabrique, qui est dans tel domaine d'activité, immédiatement il dit non, Orange. S'il vous dit, est-ce que vous connaissez une entreprise qui vend quelque chose, immédiatement le gars vous dit, oui, Orange. En fait, vous l'avez assisté à identifier. Donc ça aussi, c'est un autre type de notoriété. Et la quatrième, c'est la notoriété qu'on appelle qualifiée. Par exemple, vous dites à quelqu'un, est-ce que vous connaissez un des produits de Patisen? Il vous dit, oui, Adja. Ce qu'on appelle la notoriété qualifiée. Donc, non seulement ils connaissent l'entreprise, mais ils connaissent même certains produits de l'entreprise. Donc, le premier objectif, c'est l'objectif de notoriété qui est important, parce que pour développer une activité, il faut se faire connaître. Si vous n'êtes pas connu, vous ne pouvez pas réussir. Si vous n'êtes pas connu, si vos produits ne sont pas connus, bon, vous ne pouvez pas réussir. Vous ne pouvez pas réussir à vendre à des gens. C'est la raison pour laquelle le principal travail en communication, c'est le développement de la notoriété. Le deuxième travail, c'est l'objectif, c'est l'image. Voilà, vous savez, l'image, elle est centrale dans la communication. Si vous perdez une image, si vous avez une image négative, vous échouez à tous les niveaux. Je vais vous raconter quelque chose. Est-ce que vous savez qu'est-ce qui a changé entre Karim Wade, l'image que nous avions de Karim Wade, et la dernière image que nous avons de Karim Wade? À l'époque, quand le président Macky Sall venait de s'installer, vous avez présenté un Karim Wade, un voleur qui a pris 1600 milliards. On en a tellement entendu que tous les Sénégalais ont haï ce fils de Abdoulaye Wade. Mais les Sénégalais l'ont traité de tous les noms d'oiseaux. On l'a emprisonné. À un certain moment, mais les gens sont tournés vers la communication. Ils ont recruté, moi j'en sais quelque chose, ils ont recruté une grande agence de communication, plusieurs grandes agences de communication en France. Et c'est des gens qui ont travaillé sur l'image de Karim Wade. De ce qui est devenu Karim Wade aujourd'hui, c'est les gens qui ont travaillé sur cette image. Alors, comment ils ont travaillé? Ils ont été dans les plateaux, ils ont payé de l'argent pour être invités à de grandes émissions, dans de grandes télévisions, où ils parlent de Karim Wade comme quelqu'un qui a été victime d'acharnement politique, comme quelqu'un, comme un travailleur, comme quelqu'un qui... En fait, ils nous ont présenté Karim Wade via les organes de presse, les télévisions, les grandes télévisions internationales et au plan national même. Et au fur et à mesure qu'ils nous présentent Karim Wade, on a l'impression que voilà, les gens ont changé de perception. L'image qu'ils avaient de lui comme un voleur, comme quelqu'un qui s'est accaparé les biens de ce pays, quelqu'un qui a joué avec un ministre du ciel de la terre. Mais finalement, on s'est retrouvé avec un Karim Wade qui, bon, les Sénégalais finalement l'ont admiré quoi. La communication est pour quelque chose. Je vous assure. La communication a joué un rôle important dans la perception que les Sénégalais ont eue de Karim Wade. Dernièrement, ce qu'on a vu avec Idrissa Seck, quand il a parlé de la question de Maka et de Daka, mais on a vu des gens qui ont tenté de ternir son image. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a profité, lui c'est un expert en communication, il en a profité à travers des actions de communication, à travers des chargés de communication qui ont eu des propositions très pertinentes, qui lui ont permis de sortir de ce lot-là de mécréants, pour intégrer le lot de quelqu'un nous présentait un Idrissa Seck, un croyant fervent mourir. Et vous avez vu ce qu'il a réussi à faire. Alors que cette image-là allait le terrasser. Donc la question de l'image, vous avez vu l'image qu'on a tenté de coller à Ousmane Sonko comme un terroriste. Pourquoi? C'est parce qu'ils voulaient le mettre en mal avec la population pour que les gens le prennent pour un terroriste. Donc toutes ces questions sont liées à ce qu'on appelle l'image. Donc, si vous avez une mauvaise image, même dans votre quartier, si vous avez une mauvaise image, mais vous allez postuler pour être le président du club de football, mais on va jamais vous aider. Donc, la question de l'image est centrale dans les relations humaines. La question de l'image est centrale dans les relations professionnelles. La question de l'image est centrale dans la gestion des entreprises. Une entreprise, je donne un exemple. La question de l'image, vous allez voir, au lendemain de la mort
tragique du chanteur de Gelongal. Nous avons vu, comment on l'appelle encore, l'autoroute à péage, FH. Bon, tout le monde a tiré sur FH. Et les gens même en ont profité pour régler leur compte en disant oui, autoroute de fois cher. Vous avez vu la marche qui a eu lieu à l'autoroute et les interpellations des forces de l'ordre avec le mouvement dirigé par le SI, l'ancien député SI. Vous avez vu comment c'est terminé? Mais vous avez vu, une semaine après, FH remet du matériel flambant neuf à l'hôpital de Pikine. Un hôpital qui n'avait même pas ce matériel-là, qui avait besoin de ce matériel-là, et l'État n'avait pas les moyens pour acheter. Mais c'est FH qui a acheté un matériel flambant neuf à cet hôpital de Pikine. Et ils en ont fait une grande communication. Les médias en ont parlé. Et à travers cette émission-là, quand ils ont remis le matériel, ils ont interviewé un imam qui a dit oui, vraiment, FH, gis nga bi ngeen fi nekkuloon nit ñi vraiment xamuñu fi ñu jëm yéen a fi nekkal population yi yéen a nekk taxawal population yi. Est-ce que vous avez vu comment immédiatement on a et le Sénégalais qui est au fin fond de Kédougou, qui voit que Auchan, qui avait été présenté comme une entreprise qui exploite les travailleurs, Auchan est devenu maintenant un symbole de performance. Les Sénégalais l'aiment parce qu'il y a un vieux qui a osé parler du bien de Auchan. Vous avez vu la perception que les gens ont changé par rapport à l'image. Il en est de même pour Auchan. Aujourd'hui, nous voyons Auchan qui, hier, j'ai lu sur les médias, que Auchan a donné plus de 300 millions, plus de 10 000 masques hier à des élèves. Parce que l'État fait face à ce défi-là. Et Auchan se dit, mais bon, comme les Sénégalais ne m'apprécient pas, je vais jouer sur ça, je vais jouer sur l'image, ils ont besoin, mais je vais offrir des masques pour montrer que moi, je ne suis pas venu là pour faire des moyens, mais je suis là pour aider les populations, alors que ce n'est pas la réalité. Donc, la question de l'image, elle est extrêmement importante. C'est une question qui, je pense, elle est centrale. Vous pouvez avoir tous les autres, si vous n'avez pas l'image, vous ne pouvez rien faire. Alors, parmi les autres objectifs aussi, il y a l'objectif de relation. Parce que si vous créez une entreprise, vous avez besoin d'avoir une certaine relation. Donc, la communication peut jouer par rapport à cette relation-là entre le public et cette entreprise. Le quatrième objectif, c'est le comportement. Bon, inévitablement. Si vous avez de bonnes relations, ce qui s'ensuit, c'est que les gens viendront vers vous, les gens viendront acheter vos produits, les gens viendront acheter vos produits, les gens viendront consommer. C'est le quatrième objectif. Donc, tous ces objectifs-là sont des objectifs qui sont liés à la communication. Parce que la communication ne cherche pas à résoudre des questions qui n'ont pas de lien avec la communication. La communication cherche à résoudre principalement des actions qui ont un lien direct avec la communication. Alors, les 4 types d'objectifs, il y a l'objectif cognitif, c'est-à-dire le fait de connaître. Voilà, je connais. Cognitif, je viens de connaître. L'objectif acceptatif, c'est-à-dire je suis d'accord. Je suis d'accord que vous êtes la meilleure entreprise. Vraiment, je suis d'accord. Mais ça ne suffit pas. Si quelqu'un est d'accord que vous êtes la meilleure entreprise et que ça s'arrête là, ça n'aura pas de sens. Il y a ce qu'on appelle les objectifs affectifs. Il est d'accord, mais il aime. Vraiment, j'aime, je vous aime, je suis d'accord. Je connais, je suis d'accord, je vous aime. Et enfin, un autre objectif, c'est ce qu'on appelle l'objectif cognitif, conatif, c'est-à-dire l'action, qui cherche à développer un changement d'attitude auprès du public. C'est-à-dire la personne agit pour acheter votre produit. 2 types d'objectifs. L'objectif général et les objectifs, ou les objectifs généraux et les objectifs spécifiques. Alors, rappelez-vous ce qu'on avait dit par rapport aux problèmes à résoudre par la communication. Après le diagnostic, vous avez les problèmes à résoudre par la communication. Et à travers, si vous avez votre problème à résoudre par la communication, immédiatement, vous avez les objectifs qui sont intimement liés à ce problème à résoudre par la communication. Donc, si le problème à résoudre par la communication manque de connaissances, mais l'objectif, ce sera de faire en sorte que l'entreprise soit connue. Ça va de soi. Le problème à résoudre par la communication est intimement lié aux objectifs proposés. Donc, si le problème
est que mon entreprise n'a pas une bonne image. L'objectif de notre communication, ce sera faire en sorte que notre entreprise ait une bonne image auprès du public. C'est tout simplement ça. Il y a des objectifs généraux, qui sont par exemple maximum deux objectifs généraux, et des objectifs spécifiques. Les objectifs spécifiques, c'est la déclinaison issue de l'objectif général. Donc en fait, là nous sommes dans le cas d'un arbre, c'est sous forme d'arbre. Il y a le problème à résoudre par la communication. Il y a les objectifs, et à travers ces objectifs-là, il y a deux ramifications. Objectif général, objectif général. L'objectif général, on y a objectif spécifique. Donc, c'est des objectifs qui sont aussi liés à l'objectif général. L'objectif général étant lié au problème à résoudre par la communication. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Les messages. Nous en venons aux messages. Les messages aussi. L'objectif général, je reviens aux objectifs. L'objectif spécifique, par exemple, pour chaque objectif général, on peut avoir 2 à 3 objectifs spécifiques. Et nous allons voir après que ce sont ces objectifs spécifiques-là qui seront notre support de communication. Donc, tout ce que nous avons proposé, tous les supports, toutes les actions, toutes les activités de communication que nous allons proposer vont émaner de chacun des objectifs spécifiques. Donc, chaque objectif spécifique se décline en plusieurs actions. Si par exemple on nous dit, parmi les objectifs spécifiques, faire connaître l'entreprise, et que vous proposez de faire des journées portes ouvertes, mais nous allons proposer des actions qui permettent de répondre à notre objectif décliné en la sorte, faire connaître l'entreprise. Donc, les messages aussi sont importants. Vous savez en France, bon, j'ai vu que au Sénégal, ce n'est pas trop développé. Les spin doctors, c'est des gens, c'est des spécialistes en communication. Eux, ils se chargent en fait de gérer l'image, le lobbying face à quelqu'un. Et vous allez voir qu'on recrute quelqu'un qui va juste être notre porte-parole, qui va travailler pour nous, pour changer peut-être notre image, pour réussir à un combat, par exemple, un combat médiatique. Et vous allez voir que les messages sont importants, parce que ce sont les messages que le public, rappelons que Michel Froid, que Dominique Walton dit, tout ce qui est important en communication, ce qui est le plus important en communication, c'est moins le récepteur, non, moins le message, moins les techniques, mais c'est le récepteur. Donc, le message qu'on doit faire véhiculer, faire comprendre à notre récepteur, il faut que ce soit un message attractif. Il faut que ce soit un message qui reflète le besoin, qui reflète le projet de communication que nous portons. Donc, c'est des messages qui, à eux seuls, le fait de dire à quelqu'un de porter votre message, mais c'est des choses qui seront retenues par les récepteurs. Donc, il faut véhiculer des messages qui soient attractifs, des messages qui sont faciles à comprendre, qui doivent laisser des traces auprès des cibles. C'est des messages qui, à force de les répéter, mais vont laisser des traces aussi, vont permettre aussi, mais en fait, ils retiennent. C'est la raison pour laquelle toute cette communication autour de cette maladie-là tourne autour des messages. Quels sont les messages clés à transmettre aux populations? Que les populations se les intériorisent. Chaque prise de parole de l'entreprise doit faire référence au message afin d'accroître l'efficacité de celle-ci. À chaque fois qu'ils prendront un message, à chaque fois qu'ils prendront la parole, il y a toujours un message. Le message revient toujours. Parce que notre objectif, c'est de permettre à ce que le public retienne ce message-là. C'est un message aussi qui est cohérent. Les cibles, bon, je vais faire rapidement, c'est ce qu'on appelle les cibles principaux et les cibles secondaires, les cœurs de cibles qui sont à l'intérieur des cibles principales. Alors, les cibles principales, bon, comme par exemple pour une école de formation, c'est les élèves,
c'est les étudiants, c'est les diplômés, peut-être ceux qui peuvent constituer une cible secondaire. Bon, c'est peut-être les parents, parce que les parents, eux, ils vont pouvoir, ils ont une possibilité de dire aux cibles principales, mais allez vous inscrire dans telle autre école. Donc, il y a des cibles secondaires et les cibles principales et les cibles secondaires. À l'intérieur des cibles principales, et le travail à ce niveau constitue un travail de ciblage. Parce que toutes les cibles n'ont pas les mêmes caractéristiques en communication. Et si vous élaborez un message en ne faisant pas ce travail de ciblage, de disséquer les différentes cibles, vous allez avoir un message pour une généralité et le message ne sera pas adapté. Donc la communication, elle est ciblée et les messages sont ciblés. C'est la raison pour laquelle il faut impérativement faire ce travail de ciblage, de disséquer, je ne sais pas comment on l'appelle, ce travail qui consiste à identifier les cibles les plus minimes. Parce que si vous généralisez votre communication, vous allez réussir, vous allez échouer. Mais si vous réussissez à faire ce ciblage-là, facilement, vous allez vous en sortir. Vous allez atteindre les cibles à qui comprendront le message. Et c'est aussi un problème qu'on a constaté dans le cadre de la gestion du Covid, c'est que parfois les messages ne sont pas adaptés aux cibles. Les messages ne sont pas adaptés aux cibles. Voilà. Si vous dites, voilà, on a tout fait pour les généraliser, alors que c'est comme par exemple tout ce qui est reproché au gouvernement par rapport à l'implication des chefs religieux. On voit que peut-être les messages devraient être parfois variés en fonction des situations, en fonction des caractéristiques des communautés. Voilà. C'est des messages qui sont adaptés à chaque cible et il faudrait identifier l'ensemble des cibles auxquelles nous faisons face. Les moyens et outils de support par la communication. Alors, les moyens et les outils, je reviens à ce que j'avais dit, c'est qu'on a le message, on a ce qu'on appelle le problème à résoudre par la communication. Et avec ce problème à résoudre par la communication, on parvient à identifier l'objectif facilement, l'objectif général et les objectifs. À travers l'objectif général, on a les objectifs spécifiques. À travers les objectifs spécifiques, maintenant, on a ce qu'on appelle les moyens et outils et support, moyens, outils et supports de communication. Donc, pour chaque objectif spécifique, correspondent des moyens qui permettent de réussir cet objectif-là. Est-ce que vous voyez? Donc, si on vous dit, parmi les objectifs spécifiques, il y a le manque de notoriété, parmi les faire en sorte que l'entreprise soit connue, mais à partir de là, vous allez proposer des actions qui vous permettront, des supports, la proposition d'élaboration de supports, de moyens ou d'outils qui vous permettront d'atteindre cet objectif-là qui est de permettre à l'entreprise d'être connue. Donc, pour chaque objectif spécifique, correspond tout un ensemble à la fois de messages, oui, de cibles, de moyens, de support et d'actions de communication, d'activités de communication à proposer. Il est rare qu'un moyen isolé puisse apporter une solution. C'est souvent par la coordination et l'adaptation des moyens entre eux qu'un résultat optimal peut être atteint. C'est extrêmement important. Alors, un autre élément, il concerne, le sixième élément, concerne les indicateurs, ce qu'on appelle les indicateurs de performance. Vous savez, la communication, ce n'est pas une science connue. Tout le monde aime communiquer, mais rares sont ceux qui savent l'intérêt de la communication. Ils ne sont pas aussi nombreux. Hein? Et vous pouvez avoir un chef, un boss, qui n'a aucune notion de la communication. Bon, il vient, il vous dit, mais jeune homme, proposez-moi une stratégie de communication parce que je veux qu'on atteigne pour accompagner telle politique, tel projet stratégique. Et vous venez de lui proposer une stratégie que vous avez élaborée pendant 2 mois. Vous êtes épuisé, vous avez pris tout votre temps, vous êtes fatigué, vous n'arrivez pas à vivre en famille. Vous avez même du mal à dormir. Voilà, vous souffrez énormément pour pouvoir élaborer cette stratégie. Mais vous venez sur la table du boss, il voit, mais ce qui l'intéresse, c'est la partie financière. Voilà, il voit, bon, 54 millions. Il dit, waouh, vous êtes fou.
Même pas 1 million, je suis incapable même de mettre 1 million pour gérer cette communication. Toi, tu me parles de 54 000. Non, non, range au tiroir. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de chargés de compte qui sont victimes de ces situations-là. Vous proposez, mais en réalité, le gars vous dit, mais je m'en fous, ça là, c'est une dépense inutile. Je me rappelle, quelqu'un nous a dit, j'ai du mal à payer les techniciens de surface là, qui perçoivent 50 000 par mois. Si vous venez me proposer, je les regarde chaque jour balayer mon bureau avec des maigres salaires de 50 000 par mois, je ne parviens pas à leur payer. Et vous venez me proposer une stratégie de communication qui coûte 3 millions. Si j'avais ces 3 millions là, j'allais en profiter pour payer leur salaire de ça. Parce que parfois, on nommait les indicateurs de performance. Mais si vous dites vous les identifiez clairement, vous dites, vous élaborez sur votre plan de compte, vous mettez, vous citez que cette stratégie de communication, si elle est mise en œuvre de façon correcte, elle va nous permettre d'atteindre tel objectif. Elle va nous permettre d'atteindre telle performance. Mais le gars, il peut se dire, waouh, pourtant c'est cher, mais c'est important. Hein? Parce que si au bout de 5 ans, je suis l'entreprise la plus performante, la plus développée, les gens achètent mes produits, je suis l'entreprise qui domine, je suis au top. Mais c'est un plan, c'est une stratégie de com qui doit être soutenue. S'il voit des pourcentages, par exemple, oui, au bout de tel, vous atteignez tel indicateur, mais il va se dire, mais tiens, il va peut-être vous dire non, c'est cher. Mais une fois chez lui, il va se dire, pourtant, Wadjili me proposer, c'est quelque chose qui est important. Hein? Parce que si je dois investir pour, en 5 ans, atteindre tel objectif, mais je vais le faire. Est-ce que vous voyez? Donc, ce sont les indicateurs qui nous permettent de vendre notre stratégie. Et il y a beaucoup de gens qui l'omettent, à tort d'abord, à tort, voilà. Parce que vous allez vous rendre compte que les gens, ils ne vont pas jeter de l'argent par la fenêtre, d'autant plus que la communication est extrêmement chère. Et l'entreprise, et parfois les gens ne connaissent pas les enjeux de la communication. Donc, c'est à vous de déceler les indicateurs. Mais c'est des indicateurs qui sont réalistes. Hein? Il ne faut pas exagérer aussi. Parce qu'en fonction de vos objectifs de communication, en fonction des moyens de communication, en fonction des objectifs, vous devez être en mesure de tirer des objectifs. Vous devez au moins avoir une idée claire en vous disant, au moins si je mets en œuvre cette stratégie, je vais atteindre 95% de connaissances si l'entreprise n'est pas connue. 100% ou bien 78% des étudiants me connaîtront mon école. Parmi ces étudiants qui connaîtront mon école, je me rends compte que 50% des étudiants viendront s'inscrire. Mais c'est des objectifs aussi qui sont réalisables. Par exemple, parmi le taux de notoriété spontanée ou assistée, le taux, parmi les indicateurs, le taux d'adhésion à un projet, à une offre, le taux d'incitation à l'achat d'une campagne publicitaire, le taux de reprise d'un message clé, la tonalité des articles concernant la marque, par exemple, dire que au bout de temps, j'aurai telle retombée en termes de presse, d'invitation médias, les gens vont s'intéresser à mon entreprise. Le taux d'engagement d'une communauté sur les médias sociaux. Vous allez voir sur les médias sociaux comment les gens interagissent, comment les gens apprécient ce que vous êtes en train de faire. Et ça, c'est les indicateurs qui vous permettent de vendre, je le rappelle, votre projet. Si vous avez un projet sans indicateur, le gars le met, vous passez 2 mois et après le gars le met à la poubelle. Parce qu'ils vont dire, mais je n'ai aucun regard. Parce que, vous savez, les chefs d'entreprise, eux, ce qui les intéresse, c'est que tout argent dépensé doit être justifié. Tout argent dépensé doit rapporter de l'argent supplémentaire. Vous ne pouvez pas dépenser beaucoup d'argent sans un retour avoir quelque chose. Et les chefs d'entreprise, les bons managers, c'est ce qui les intéresse. Si vous lui dites que, oui, au bout de tel, je pourrais vous rapporter tel montant, je pourrais vous rapporter tel en termes de possibilités d'achat, mais il est preneur. Jaral Nako, qu'il aille à la banque faire un prêt pour juste vous permettre de dérouler votre plan de com, parce que c'est un plan de com qui est prometteur. Donc, le suivi-évaluation. Bon, c'est important de faire un suivi-évaluation pour la suite, parce que si vous faites
On le voit souvent, surtout dans le cadre des retombées presse. Voilà, il faut toujours un suivi, une évaluation de toutes les actions de communication qu'on aura posées. Et c'est un bon professionnel, un bon professionnel en communication doit faire du suivi-évaluation. C'est la raison pour laquelle vous êtes obligé de vous outiller en suivi-évaluation. Bon, vous avez des formations parfois de courte durée qui vous permettent de voir quels sont les outils qui vous permettent de mieux réussir un suivi-évaluation. Avant même de la mise en œuvre du projet, il est important de réaliser un plan de communication. Bon, pendant la réalisation, ce qui a été élaboré, établi dans la stratégie de communication est-il conciliable avec la réalité? Après la réalisation, quelles sont les retombées de cette stratégie de communication pour l'entreprise? C'est le suivi et l'évaluation que vous êtes obligé de faire pour pouvoir réussir. Et les spécialistes, ce qui fait la différence entre les communicants. Donc, les communicants qui savent qu'ils doivent faire un suivi évaluation. Alors, vous pouvez également évaluer dans les détails les cibles de changement. Par exemple, les cibles, quels sont qu'est-ce que vous constatez par rapport aux cibles? Le changement de comportement, la nouvelle connaissance, bon, la stratégie de communication, les perspectives, voilà, les appréciations, la visibilité. C'est des éléments que vous pouvez identifier. Par exemple, vous pouvez même refaire des enquêtes qui nous permettront de voir est-ce que les résultats que vous avez lors du diagnostic sont les mêmes. Est-ce qu'il y a évolution? S'il y a évolution, ben, vous proposez des actions pour remédier. S'il y a évolution, c'est bon. S'il n'y a pas évolution, ben, vous vous dites, j'ai peut-être échoué, je n'ai peut-être pas choisi les meilleurs moyens, les meilleures activités, les meilleurs messages, et vous réajustez. Parce que votre objectif, c'est d'atteindre vos objectifs, bien sûr, décelés dès le début. Le message, la visibilité, l'intérêt et attrait, la crédibilité, le pouvoir, la gestion de suggestion, la mémorisation et l'incitation. C'est les messages. Est-ce que réellement, c'est des messages qui ont été bien retenus? C'est des messages qui ont été... comme un exercice qui est très rigoureux, très minutieux. Il faut le faire avec beaucoup d'attention, mais très passionnant. Donc, j'ai été très long. Merci de m'avoir écouté. C'est juste une position, c'est juste un exposé que j'ai tenté de faire, même si je n'ai pas été aussi exhaustif, parce que quand je fais cours, je le fais pendant des heures, il y a des interactions, mais je vous remercie de votre attention. Merci à M. Seck pour cette opportunité. Alors, s'il y a peut-être des questions, on va tenter de répondre. Je ne sais pas comment ça va se faire.